situé par rapport à Jacques-Stéphane Alexis. Je commence par vous dire que j'ai fait mes études primaires à l'école Jean-Marie Guillou, mes études secondaires au lycée Alexandre Pétion, et j'ai passé quand même quelques années chez Lecomte à étudier le génie civil, que je n'ai pas terminé. J'ai suivi aussi des cours de mathématiques appliquées aux sciences statistiques chez Dabas, qui à l'époque, cette faculté était à la rue Capois, là où se trouvait le siège du parti de Silvio Claude. Ensuite, en gros, ou encore, il y a des petites précisions, c'est important, à la SNAD, à la Société nationale d'art dramatique, où j'ai suivi des cours de théâtre avec Gabriel Imbert. C'est là pour la première fois, non pas pour la première fois, c'est là où j'avais rencontré des personnalités comme René Depès, Jacques Alexis, quelqu'un comme qui est en Afrique actuellement, vieux, connu, Lucien Lemoine, Jacqueline Scott. Encore, je peux préciser quel nom. Il y a Claudie Innocent, qui est homme de théâtre. C'est dans ce contexte-là, je peux dire que nous autres jeunes, nous étions très, comment je peux dire, nous étions de grands lecteurs de Karl Marx, de Friedrich Engels, la dictature du valériste, où Duvalier, personnellement, avait les yeux grands ouverts sur la SNAD. Parce qu'on disait que c'était le lieu où se réunissaient les marxistes, où les marxistes venaient pour endoctriner les jeunes. Et nous étions très jeunes. Parce que entre Alexis et moi, il y a près d'une vingtaine d'années, avec des personnes à peu près une quinzaine d'années, je n'en sais rien. Pas bien. Bon. Ensuite, on y allait souvent. Mais entre-temps, ce qui est important à préciser pour vous, c'est que entre-temps, je militais dans une organisation syndicale. Je suis un syndicaliste. L'organisation syndicale, c'est l'Intersyndicale d'Haïti. Et l'Intersyndicale d'Haïti était à l'époque la plus grande organisation syndicale dans l'histoire d'Haïti, dans l'histoire du pays. Ça, c'est important. Et était dirigée par qui? L'Intersyndicale d'Haïti était dirigée par Ulrich Joly, qui était le responsable, le chef, le président, le secrétaire général de l'Intersyndicale d'Haïti. Et l'Intersyndicale d'Haïti regroupait toutes les organisations syndicales du pays, non seulement à Port-au-Prince, mais aussi dans les villes de province. Et l'Intersyndicale d'Haïti était ouvert aussi aux activités, aux coopératives paysannes. Donc c'était à peu près, pour bien situer ça, c'était un mouvement ouvrier, un mouvement syndicaliste, mais lié aussi au mouvement paysan. Remarquez que ici tout de suite, comme symbole, vous avez le marteau et la faucille, qui, comme vous le savez, le symbole du communisme, le marteau et la faucille. Et là encore, à l'Intersyndicale d'Haïti, on retrouvait des hommes de la gauche haïtienne, situés selon leur niveau de militance. Mais c'était la gauche haïtienne qu'on avait là, à l'Intersyndicale d'Haïti. Et moi, dans le cadre de l'Intersyndicale d'Haïti, je précise pour vous que je militais dans un syndicat, le syndicat de Matéis. Matéis, c'était un fabricateur de... Enfin, il fabriquait des mosaïques, et puis il y avait autre activité aussi. Il y avait autre activité aussi à part... et mon père, justement,
travaillait chez Matisse avant même de connaître ma mère. Donc c'est surtout là que mon père travaillait. Mon père travaillait chez Matisse. Et je sais qu'il trimait pour vivre, d'après ce que me racontait aussi ma maman, et d'après ce qu'il me racontait aussi quand j'étais petit garçon, que la vie qu'il ne menait pas une vie qui coulait douce. Non. Il trimait. Et ceci est resté dans ma tête. Et quand je suis arrivé à l'intersyndicale d'Haïti, et qu'on me disait qu'il y a un syndicat, le syndicat des mathéistes, 8, j'ai dit ça à Gérard Perchal, que j'avais rencontré entre-temps, que ça m'intéresserait de militer dans cette organisation, dans le syndicat des mathéistes. Mon père est d'origine simple, est d'origine sociale modeste. Ma mère était une couturière et aussi travaillait dans le cadre de l'alphabétisation en Haïti. Et c'est ainsi que pendant que j'étais à l'intersyndicale d'Haïti, on avait rencontré, entre-temps, Gérard Perchal, Gérald Buisson. Voilà les deux premières grandes personnalités marxistes que nous avions rencontrées à l'époque. Gérard Perchal, Gérald Buisson. Qui savaient déjà que nous autres plus jeunes, des fois de quelques 4 ans, 5 ans, 3 ans, que nous autres, nous avions déjà mis sur pied à l'époque la Ligue de jeunesse progressiste d'Haïti. La Ligue de jeunesse progressiste d'Haïti, LJP. Et j'étais sinon le principal représentant de cette organisation. Et il y avait d'autres avec moi, quelqu'un par exemple comme Jean-Claude Cambron, comme Jean-Claude Canal, d'autres jeunes que vous connaissez aussi de nom, qui est un grand poète, qui est mort dernièrement à Paris, à Montréal, au Canada. Villard Denis était aussi membre de la LJP, d'Avertige, de son nom d'Avertige, et qui était très jeune, à l'époque, il avait 16 ans, 17 ans. Nous étions très jeunes. Et ainsi donc, Gérard Perchal et Gérald Buisson, de même que Alexis, étaient au courant de ce que nous faisions, nous autres, que nous étions déjà de jeunes militants. Et on est passé de la LJP, de la Ligue des jeunesses progressistes, à la LJCH, à la Ligue des jeunesses communistes d'Haïti. À la Ligue des jeunesses communistes d'Haïti. Et l'un de mes premiers poèmes à l'époque avait pour titre Coucou rouge. Les coucous rouges, ce sont les lucioles. Les lucioles, cet animalcule qui la nuit, avec leur feu vert, éclairait les ténèbres. Et c'est un symbole que vous allez encore rencontrer dans la comédie musicale que je suis en train de faire maintenant. Pierre Charles et Brisson et Alexis voulaient à tout prix nous rencontrer. Parce que le Coucou rouge, comme je disais tout à l'heure, mon premier poème écrit en langue créole, quand je commençais justement à écrire des poèmes en créole. Et Coucou rouge était un des premiers, sinon peut-être le premier, qu'on récitait partout, et les jeunes toujours étaient vraiment... Ça c'était en quelle année? Nous sommes peut-être vers fin 58-59 à peu près. Des fois je n'arrivais pas à trouver les vraies dates, et je dois le faire pour l'histoire. Voilà, c'est à cette époque-là qu'on avait rendez-vous avec ce monsieur plus âgé que nous de quelques années, Gérald Buisson.
Et ainsi, on avait rendez-vous avec Gérald Buisson. Je crois il y avait Winnerfort, il y avait Joseph René. On avait rendez-vous. Et quand on s'est rencontrés, Buisson nous disait qu'il allait avoir dans la main une bouteille de Coca-Cola. Ça faisait drôle. Une bouteille de Coca-Cola. C'était devant une petite boutique. Et nous autres, on va voir qu'il était en train de boire, n'est-ce pas, son Coca-Cola. Ok. On arrive. On a vu un monsieur avec une bouteille de Coca-Cola, mais on ne pouvait pas, nous ne pouvions pas à l'époque nous imaginer qu'il s'agissait de Gérald Buisson. Un homme de grande taille, et c'est pas sa grande taille, non. Un mulâtre de grande taille. Parce que, comme vous savez, après 1957, pendant toute cette période-là, on parlait encore de noirisme, de noir, de mulâtre, comme si le pays était divisé en deux grandes classes, les noirs et les mulâtres. Et c'était à peu près aussi le noirisme de Duvalier, le noirisme d'Estimé, et tout le noirisme des politiciens haïtiens, très bien, souchés à la classe des grands féodaux, des grands dons. Il agitait ce drapeau-là, le drapeau noiriste, pour combattre les mulâtres. Et les mulâtres, c'est vaste aussi, parce qu'il y avait des mulâtres féodaux, il y avait des mulâtres bourgeois, ça fait une différence. Il y avait des mulâtres des classes moyennes, des mulâtres petits bourgeois. Et il y avait aussi des mulâtres malheureux, misérables. Et ainsi donc, nous autres, on était un petit peu influencés par ça. Et je peux dire, ceux qui nous avaient corrigés, c'était quoi? Dans une certaine mesure, c'était Daniel Fignolet, qui menait une bataille sans trêve et sans relâche contre François Duvalier, qui accusait pendant toute la campagne électorale. Et il disait cette phrase que je n'oublierai jamais. Si vous laissez, en s'adressant aux trois autres candidats, disons aux deux autres, parce qu'il y avait 4 grands candidats à la présidence, il y avait Jumel, Duvalier, Desjoints et Fignolet. En s'adressant aux deux autres, je parle de Jumel maintenant et de Desjoints, il disait à ces deux-là, attention, si vous laissez le docteur François Duvalier, que je connais bien, accéder à la première magistrature de l'État, ce sera pour la ruine et la destruction complète de ce pays. Chaque monde a tout nom pintade, qui a descendu nous quand on pintade dans le bois. Tel a été, selon Benet Fignolet, sa façon de bien définir François Duvalier, et il voyait en lui déjà un dictateur. Et les jeunes avaient plutôt tendance à être, les jeunes progressistes, attention, avaient plutôt tendance à se mettre du côté de Daniel Fignolet. Et ainsi donc, quand on a vu Gérald Buisson, on avait peut-être sans le dire, cette petite réaction. C'est un grand mulâtre, mais de grande taille, qui impressionnait, hein, Gérald. Mais il était habillé simplement, avec une sorte de jean délavé, avec ce qu'on appelle les tennis chez nous, les tennis, jean délavé, et puis ça méritait ce qu'on appelle aussi maillot, chemisette. Mais tout simplement comme ça, et un mulâtre dont les cheveux étaient comme on dirait qu'il ne s'était pas coiffé avant de venir à ce rendez-vous-là. Et ainsi, Gérard-Pierre Charles et lui et nous, on a décidé, ils étaient contents de savoir qu'on avait un journal qui avait une petite coco rouge, et je vous dirai tout de suite après pourquoi coco rouge, parce que Villard-Denis, qui était peintre déjà, jeune peintre et bon peintre, avait dans une sorte de troc à Saillé,
Il a donné à Saillé, qui avait une galerie de peinture, il a donné à Saillé une de ses peintures pour avoir son appareil à miméographier qui se servait à l'encre rouge. Or, le journal paraissait à encre rouge. Très bien, on imprimait à l'époque en rouge. Ça tombait bien. On appelait le journal Coucou Rouge et on a qu'à voir le journal Rouillard qui était tout rouge. Et nous, nous fûmes des militants de la gauche. Le journal sortait régulièrement et on écrivait des articles pour critiquer le duvalérisme. Et ainsi donc, ce jour-là, on n'avait pas monté Jacques Alexis, mais Brisson et... comment ça s'appelle l'autre? Brisson. C'est magnifique. Hein. Brisson et Pierre Charles voulaient à tout prix qu'on rencontre Alexis. Mais il n'était pas là chez Gérard. C'était pour une prochaine fois. On s'était donné rendez-vous pour une prochaine fois. La prochaine fois, la rencontre devait se faire devant le local de l'intersyndicale d'Haïti. Très bien. Moi, j'avais déjà lu Compère Général Soleil, Les Arbres Musiciens, L'espace d'un ciment et Roman de Serro aux étoiles. J'avais déjà lu ces romans-là. Et Roman de Serro allait sortir à peu près à cette date-là. Mais j'avais lu tous les romans de Jacques, déjà sortis, déjà parus. Et ainsi, vous pouvez vous imaginer, moi tout jeune à l'époque, combien j'attendais Jacques pour voir cette personne. Et comment ça s'est passé? Je travaillais parce que j'avais fondé un mouvement théâtral ouvrier. J'étais en pleine répétition quand on venait me dire qu'il y a une voiture devant, il y a quelqu'un qui vous attend là. Déjà, oui. Donc j'avais rendez-vous avec Pierre Charles et Brisson et Alexis. Vite, comme un fou. C'est comme une sorte de carrousel, Compère Général Soleil, les Arbres Musiciens, les soins de ciment. Et puis j'étais comme fou. Je prenais les marches là, de l'escalier par 3. Je descends vite et j'arrive. Et je vois quelqu'un devant justement la voiture en train de faire un petit travail de mécanique parce que la voiture ne pouvait pas démarrer. On avait des problèmes pour démarrer. Et j'ai vu un chauffeur en train de mettre de l'ordre dans le moteur. Et j'entre dans la voiture qui était à côté de moi. Quand je rentre dans la voiture, il y avait Brisson et puis il y avait Wilnerfort. Et puis devant, il y avait Pierre Charles et puis le chauffeur. Et d'un coup, j'ai demandé aux jeunes qui étaient de notre promotion, qui faisaient partie de la Ligue des jeunesses communistes, où est Jacques? Il m'a répondu par un geste en disant Jacques. Si je te demande pour Jacques, c'est normal. Je sais qu'on avait rendez-vous avec lui. Il m'a fait le même geste. Un moment, le chauffeur est venu. Et je vais à Pierre Charles et on démarre. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit peut-être qu'on va chercher Jacques. Peut-être que Jacques ira avec nous au rendez-vous qu'on avait à Source Matelas, qu'on devait rencontrer une coopérative de paysans. Que sûrement il est parti dans une autre voiture. On démarre et Pierre Charles qui pose une question au chauffeur. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a quel genre de relation existe-t-il d'après vous entre le marxisme et la cybernétique? Est-ce que vous pouvez me éclairer mes lanternes? J'ai rien compris. Je regarde le chauffeur. Car ce monsieur, je le connaissais. Enfin, d'après ce on me disait qu'il était un médecin, neuropsychiatre, romancier, écrivain avec des articles dans les journaux, qui a participé dans les congrès à travers le monde, congrès sur la négritude, congrès sur mille choses, qui a rencontré les plus grands écrivains du monde. Ce monsieur-là, le chauffeur, ne pouvait pas être Jacques-Stéphane Alexis.
et qui était comme Brisson, avec une sorte de maillot chemisette, comme on dit chez nous, avec un simple pantalon et même aussi des tennis à peu près comme. Et puis j'ai regardé et le chauffeur commence à répondre dans un français parisien, avec une diction parisienne. Et il articulait tellement bien ces phrases que je commence maintenant à m'en douter. Et tout ce qu'il disait, ça durait de longues minutes et presque une heure de temps. Et comme je le disais souvent, si j'avais à l'époque un appareil pour enregistrer, j'allais publier ça un jour comme un autre dit de Jacques Alexis. Malheureusement, que j'écoutais, j'étais jeune, j'avais une bonne mémoire, et je me souviens encore de pas mal de choses qu'il disait, mais que je ne comprenais pas tout à fait. Et on arrive à sous ce matelas. Et là, on est parti pour sous ce matelas. Avant d'arriver à sous ce matelas, Gérald disait à Jacques, mon cher Jacques, je vais te dire quelque chose. Quand tu vas arriver à sous ce matelas, tu vas laisser ton français, hein, après toi, derrière toi, chez toi, mais tu ne vas pas parler le français comme ça avec des paysans de sous ce matelas. Parce que là, il semble que tu aimes bien parler français. Tu n'as même pas prononcé un mot de créole là, hein, pendant plus d'une heure de temps. Je t'écoutais, Jacques. Et je ne sais pas vraiment, Jacques, comment tu vas te débrouiller avec les paysans de la coopérative de sous ce matelas. On appelait la coopérative Lambo parce que c'était pour amasser de l'argent, avoir une caisse. Que quand les paysans ont des parents qui meurent, pour que ces paysans-là, au lieu d'aller prendre un coup de poignard, comme on dit, chez un grand propriétaire foncier, chez un grand don, ces paysans pouvaient donc faire des prêts. Mais il y a les flics de l'autre bord aussi, les gars, là, il y a les flics partout. C'est quoi ce truc de merde? Dans la caisse de la coopérative, on est bien. Donc c'était notre façon aussi de travailler dans la paysannerie et de nous rendre utiles à la paysannerie haïtienne à l'époque, comme vous savez, grugée par les grands dons. Ce qu'on appelle les grands dons chez nous à l'époque, c'était les grands propriétaires fonciers, les grands propriétaires terriens. Ainsi, Jacques a répondu comme ça, comme je vais vous dire, en créole. Les mouvés dans la coopérative là, qui n'ont pas créole moi. Quand j'arrive là-bas, vous allez vous-même mesurer, tu vois, je traduis mot à mot, la longueur de mon créole. Et vous serez tous surpris de m'entendre parler créole. Quand Jacques, entre parenthèses, il s'adressait déjà, je l'ai vu, s'adressant à des gens du peuple en français. Et il y a une petite marchande qui vendait, comme on dit chez nous, des surettes, des bonbons. Et Jacques toujours achetait des cigarettes de cette dame. Des cigarettes splendides à l'époque, sans bout filtré. Et Jacques, plusieurs fois j'étais avec Jacques, j'étais très 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 proche de Jacques. Et il disait à la petite marchande devant le ex-théâtre, Madame, vous avez des paquets de cigarettes? On dit oui, Jacques, moi gagné. Qui m'a couvert, qui cigarette vous voulez? Splendide, ma chère. Et puis, j'ai dit, donnez-moi 3 paquets. Et la marchande disait, non, 3 paquets. Non, docteur Jacques, nous ne pas voulu fumer en pile. Nous besoin en pile, docteur Jacques. Ou c'est bon bagaille. Pas bon seul petit paquet. Ou seul poche cigarette. J'ai dit, eh bien chérie, la femme commande, j'obéis. Et Jacques a pris un paquet de cigarettes, mais il a laissé l'argent pour 3 paquets pour la dame. Jacques il est très généreux, hein, comme personne. Et puis, ainsi donc, les années vont passer, et Jacques
va mourir. Il va mourir, assassiné. Et nous autres jeunes, nous sommes passés auprès de la dame, auprès de cette marchande de bonbons, pour justement lui annoncer que le docteur Jacques-Stéphane Alexis a été arrêté et porté disparu. Très bien. Alors vous comprenez, vous allez comprendre tout de suite la réaction de cette dame du peuple là, qui a piqué une crise et qui commence à crier. Vous dites, c'est pas possible dans ce pays. Monde de bien, les gens de bien, les gens qui ont des idées, les gens qui apportent la lumière, les gens qui respectent les autres, finissent toujours comme ça. Et regardez comment Jacques a terminé sa vie. Et cette dame a pleuré. Et on essayait de calmer la dame. Et j'avais aussi chez moi, peut-être que cette dame est au Canada, petite dame qui travaille chez nous. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle a aussi piqué une crise. Car quand Jacques venait à la maison, Jacques toujours taquinait la petite bonne de chez moi. Anne-Marie, il est ici au Canada, mais aux États-Unis, toujours, il disait Anne-Marie Godada. Anne-Marie Godada. Et toujours Anne-Marie disait, mais Jacques, vous êtes sérieux. Nous, c'est gros docteur Jacques, on a dit vieille parole. Et Jacques disait, mais oui, Anne-Marie Godada, allons dada, papa, Anne-Marie Godada. Alors, ainsi, c'est un monsieur qui était très sympathique aux yeux des gens du peuple. Il était très bien vu et respectueux, en même temps avec les femmes. Très respectueux. Voilà, donc c'est pour vous dire, c'est ainsi que j'ai vu Jacques dans la coopérative et il parlait d'or. Il parlait, puisque je dis d'or, je veux dire qu'il parlait de diamant. Il parlait avec un créole, mais le bon créole du peuple, pour parler de la Deuxième Guerre mondiale, pour parler du fascisme, pour parler du nazisme, pour parler de la dictature du Duvalier, avec un courage et une conviction. Et les paysans étaient comme, c'est comme si nous autres, nous n'existions pas pour Jacques-Stéphane Alexis. Et, excusez-moi, c'est comme si nous autres, nous n'existions pas pour les paysans. On a parlé aussi. Mais personne n'avait vraiment retenu l'attention des paysans de cette coopérative que Jacques-Stéphane Alexis. Et l'un des chefs de la coopérative, si ce n'était pas le premier chef, il s'appelait David Lenné. Et ainsi donc, après, on avait fondé déjà le PEP avec nous autres comme section jeunesse du PEP, nous autres de la Ligue des jeunesses communistes, et avec les autres aînés, disons Pierre Charles, Alexis, Buisson, et nous fûmes aussi membres du comité central, quelques-uns d'entre nous. Il y avait d'autres encore, dont le nom n'arrive pas tout de suite. Et puis on avait mis sur pied le PEP, le Parti d'entente populaire. Mais il existait le PPLN qui se réclamait aussi du marxisme. Et déjà, dès le début. Et dans cette organisation, il y avait René Lepeste. Il y avait Jean-Jacques Dessalines-Amboise. Il y avait Roger Gaillard. Il y avait Marc Chancy. Et tant d'autres. Et c'était déjà une polémique qui commençait entre le PEP et le PPLN, qui est devenu par la suite le PUDA. Et la polémique n'arrêtait pas. Mais il faut dire que nous autres, nous fûmes des militants, mais vraiment, on partait sans. C'était comme une locomotive, on n'arrêtait pas. Toute notre jeunesse était consacrée à ça. Et on arrivait à rassembler beaucoup de partisans. Et notre organisation, je peux dire, on militait dans l'intersyndicale d'Haïti aussi. Et comme on militait aussi dans l'intersyndicale d'Haïti, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Et comme ça, ainsi donc, voilà que la décision, ça voilà. On est capable de filmer sur place. Non. Et comme ça,
Non, c'est une vieille réaction de militance. On prend la position pour l'explication. Par contre, ça, oui, c'est cette même réaction qui nous conserve ça à l'ère du Valéry, on avait toujours, dès qu'on voit la position, on se disait, les voici. Les voici, les voilà, c'est prendre l'assassin. Ok. Donc, on a formé, et on avait le PEP, on militait, et on avait notre journal, un journal maintenant qui devient le journal du PEP. J'ai oublié de citer aussi Guy Meyer, qui faisait aussi partie de notre organisation. Le titre du journal officiel? Le titre, c'était tout de suite, quelques secondes, du PEP, La Voix du Peuple. La Voix du Peuple. La Voix du Peuple. À ce moment-là, on était invité par la Chine populaire, par l'Union soviétique et par les pays de l'Est. Parce que à ce moment-là, nous étions le premier parti politique de la gauche, disons, invité par la Chine, l'Union soviétique, etc., Tchécoslovaquie. Et ce qui a créé déjà un premier grand problème avec le PPLN. Je sais qu'il y avait un membre du PPLN qui avait voyagé un peu, peut-être une année avant nous, qui avait voyagé en Chine populaire. En Chine populaire, je ne me rappelle pas tout à fait son nom maintenant, qui avait voyagé en Chine populaire, et ainsi donc, qui nous avait précédé d'une année avant à peu près. Et voilà que nous sommes partis. Quand je dis nous sommes partis, nous étions 4 de la délégation. Je vous dis, Jacques-Stéphane Alexis, qui était le président ou le secrétaire général du parti d'entente populaire. Il y a un autre, là, souvent j'oublie son nom, on l'appelait Papa tellement toujours, qui était le plus âgé. On l'appelait Papa, mais c'était un grand syndicaliste aussi. Il y avait aussi le paysan. Vous vous rappelez du paysan là? David Lenné, analphabète. Et moi, qui représentais le jeune. On devait faire le voyage au Prince, États-Unis, enfin disons New York, Paris, mais on devait aller en Suisse. Et on devait, une fois arrivé en Suisse, attendre Jacques Alexis. Parce que Duvalier refusait systématiquement qu'on donne un visa de sortie, parce qu'il y avait des visas de sortie en Haïti à l'époque, qu'on donne un visa de sortie à qui? À Jacques-Stéphane Alexis. Donc on devait l'attendre. Et je suis parti en premier avec 2 syndicalistes. Comme je suis parti en premier avec avec David Lenné, le paysan de la coopérative, comme je suis parti le premier avec lui, eh bien certainement, comprenez bien qu'on devait attendre Jacques. Et Jacques allait venir avec l'autre, c'est-à-dire celui qu'on appelait, à l'époque, on appelait Papa. Donc Papa devait attendre Jacques pour voyager avec lui. Et ainsi donc, c'est ainsi que je devais faire Port-au-Prince, New York, Paris, Berne. Mais on m'avait refusé le visa parce que le consul qui m'avait convoqué ce même jour, quand on m'a refusé le visa, on m'a dit le consul veut vous voir, j'ai été voir le consul. Et le consul m'a dit que vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis parce que vous êtes membre de l'intersyndicale d'Haïti et vous avez écrit dans l'auberge, c'était le nom je crois, le nom du journal de l'intersyndicale, l'auberge. Et voilà, donc c'est ainsi que je n'avais pas ce visa. Comment faire pour arriver jusqu'à Berne? Aux États-Unis, c'était plus possible. Ah, mais il y avait le Canada. À l'époque, on n'avait pas besoin de visa pour entrer au Canada. L'entrée était libre. Bon, j'ai changé le billet avec le billet de David. On a fait Port-au-Prince, Montréal, Paris, Berne, et on attendait Jacques à Berne. Et ainsi donc, on est resté là pour attendre
Jacques, Stéphane, Alexis, à Berne. Et le temps passe, et là je profitais aussi pour, à Berne, à acheter pas mal de livres, toute la collection de Shakespeare, de Bertolt Brecht, etc., des classiques, etc. Et je lisais énormément en apprenant Jacques. Finalement, Jacques a pu trouver un moyen pour arriver à Berne. Je l'ai eu au téléphone. Quand il m'a parlé, le téléphone a sonné, j'ai pris le téléphone. Il a dit, papa, comment vas-tu, mon cher ami? Il dit, ah, Jacques. Il m'a dit, attention, il ne faut pas dire les noms des gens au téléphone. Ça a été la première réaction. Je n'avais pas, n'est-ce pas, tendance à prendre toutes ces précautions-là à l'époque, ne sachant pas tout à fait comment les choses étaient, ni ce que c'était que. On savait que la CIA existait et d'autres organisations, etc. Mais on était un peu naïfs, mais vraiment très naïfs. Et ainsi donc, on est parti. On a fait de grandes tournées. On a été en Tchécoslovaquie. Ensuite en Union soviétique à Moscou. Et ainsi donc, comme vous savez que Jacques Stéphane était un brillant romancier, mais un brillant romancier qui avait déjà laissé des romans extraordinaires. On va en parler peut-être tout à l'heure. Et ainsi donc, au cours de ce voyage-là, on a fait des rencontres extraordinaires de Nikita Khrouchtchev, de Souslov. On a fait le voyage en Chine. Ce fut Moscou pour arriver à Irkoutsk. Irkoutsk, c'est une petite ville en Sibérie. On était à Irkoutsk pour changer d'avion. Je me rappelle, j'étais en train de jouer aux échecs avec Jacques. Et on prenait du thé chaud. Il faisait très froid à Irkoutsk. On était en plein Sibérie. Au cœur même de la Sibérie. Pendant qu'on était en train de jouer aux échecs, dans une salle fermée, il fait froid, donc toutes les portes étaient fermées, j'ai vu arriver une délégation d'Asiatiques, sans savoir de quel pays d'Asie venaient ces gens-là. J'ai dit un moment à Jacques, parce que moi-même j'avais une photo de Ho Chi Minh sous la vitre de mon petit bureau de jeune que j'étais, et je lisais beaucoup. J'avais une de ces photos que j'avais découpée dans un journal, c'était Paris Match à l'époque. Il y avait beaucoup de photos d'artistes, etc. J'ai découpé cette photo que j'ai placée sous la vitre. Donc ça veut dire que quand je lisais, quand j'écrivais, j'avais toujours cette photo sous les yeux. Et à un moment, j'ai dit, Jacques, ça c'est Ho Chi Minh. Il m'a dit, non mon cher, tu auras le temps de rencontrer les grandes personnalités de la gauche mondiale. Tu es trop pressé. J'ai insisté. Et comme vous savez, les Vietnamiens parlent français. Et j'ai dit, mais Jacques, on va faire un pari. Il m'a dit, tu es jeune, hein, tu fais un pari. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Ho Chi Minh. Il m'a dit, non, c'est pas Ho Chi Minh. J'ai dit, oui, c'est Ho Chi Minh. Il m'a dit, non, c'est pas Ho Chi Minh. Il y a quelques de la délégation qui avancent vers nous et qui disent, oui, c'est bien le camarade Ho Chi Minh. Jacques, qui était très Schelbert, je dis ce mot entre guillemets, et je fais une différence entre Schelbert et pédant. Le Schelbert, c'est un mot qui convient bien à Jacques, mais ce n'était pas un pédant. Le Schelbert, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais qui aime bien étaler sa connaissance. Mais ce qu'il dit faisait partie de tout son background culturel et intellectuel. Et Jacques Schelbert, il prend un ton, il se lève et il avance vers Ho Chi Minh. Il dit, camarade Ho Chi Minh, c'est vraiment pour nous.
un grand bonheur de vous rencontrer. Oh là là, mais bon, le jeune là, mon jeune Rasoul, vous reconnaissez tout de suite. Et Jacques, c'était un monsieur capable de vous parler pendant des heures sur la littérature, sur la philosophie, sur les arts en général, et même sur la tannerie, par exemple, pendant des heures, hein, sur la production de café en Haïti, sûr et sûr. Mais il était abondant. Alors là, il se lève, et tout Chelbert qu'il était, il a invité Ho Chi Minh à être avec nous et autour de cette table-là d'échecs, de jeux d'échecs. Et il commençait à se parler. Pour moi, c'était une chose extraordinaire dans ma vie. Qu'on est comme ça avec Ho Chi Minh. Vous pouvez comprendre la grande émotion qui m'agitait et qui renforçait en même temps ma conviction dans la lutte pour le socialisme en Haïti. C'était comme si une bonne dose de multivitamines, hein, que je prenais d'un seul coup. Et je me sentais lié encore plus fortement au marxisme et à la lutte pour changer ce pays. Ainsi donc, on a fait le trajet avec Ho Chi Minh, Pékin et Irkoutsk, Pékin. Et ce fut à l'époque de la grande divergence sino-soviétique. Nous sommes arrivés en pleine crise sino-soviétique. Comprenez bien que, toujours pour définir Jacques dans toutes ses dimensions, ainsi donc, comprenez bien que nous sommes arrivés en plein conflit sino-soviétique. Mais moi, jeune, très jeune. J'étais pas encore majeur, quand vous savez, à l'époque, pour avoir sa majorité, il fallait attendre 21 ans. Je n'avais pas encore 21 ans à l'époque. Et je suis là, encore mineur. Et ébloui devant toutes ces merveilles, ces rencontres. Et Jacques a discuté pendant le long trajet Irkoutsk au Pékin sur mille choses, sur ses romans, car ces romans étaient traduits dans plusieurs langues à l'époque, hein, sur les romans de Jacques, traduits dans au moins une bonne dizaine de langues déjà à l'époque. Et Jacques discourait, parlait de ses romans avec une aisance incroyable. Et parlait aussi, non seulement de ses romans, parlait de l'organisation du parti, parlait du sens du mouvement. Et nous sommes là. Et nous sommes là, à Pékin. Et déjà à l'aéroport, on voyait les techniciens soviétiques qui partaient vers l'Union soviétique parce qu'ils recevaient l'ordre de laisser la Chine. Et des manifestations de jeunes communistes chinois, mais des manifestations contre l'Union soviétique et contre Khrouchtchev. On a enlevé partout la photo de Khrouchtchev, parce qu'il y avait partout, on passait dans les usines, partout, il y avait Karl Marx, Friedrich Engels, Staline, car ils étaient contre la déstalinisation des Chinois, et puis Khrouchtchev. On a enlevé la photo de Khrouchtchev. Il ne restait que 4 photos. Partout dans les usines, on voyait plutôt Marx, Engels, Staline et puis Mao Tse-tung. Voilà. Donc, en gros, c'était une façon pour parler de ce long trajet qui nous a conduit jusqu'à Pékin.
Et puis, ainsi donc, au cours d'une rencontre, c'était comme dans un grand parc comme ça, comme on est là, un grand parc. Et il y avait des tentes, on appelle ça des petits bungalows, des petites tentes, et selon les délégations. Et nous étions sous une tente avec notre guide. Une dame, une femme, une jeune femme de 25 ans, 24, 25 ans, plus âgée que moi, et qui me prenait pour un petit garçon, et qui me tenait par la main. Il s'appelait Shaoxi. Shaoxi. Et quand ainsi, Shaoxi, dans un moment, voyant arriver Mao Tse-tung et la délégation de Mao, avec Ho Chi Minh, le grand lit, le petit lit, Mao, il y avait encore peut-être un autre ou deux autres, une femme aussi, deux autres femmes. Et d'un seul coup, elle nous a dit, ah voilà, la délégation, voilà, c'est Mao Tse-tung, le camarade Mao Tse-tung qui arrive avec une délégation. Je n'avais jamais vu Jacques intimidé devant personne, quelle que soit la taille de l'intellectuel du militant qui était en face de lui. Je n'avais jamais vu Jacques se faire laisser intimider, même pour une fraction de seconde devant, quelle que soit la personnalité intellectuelle ou politique, quelle que soit la grandeur de l'artiste. Et j'ai vu Jacques avec un petit visage de timide, très intimidé, taper sur sa boîte d'allumettes. Il avait une boîte d'allumettes venant d'Haïti. Taper sa cigarette, passer, allumer la cigarette en tremblotant. Il dit, ah, et donc c'est une personnalité qui va arriver là. Et j'ai vu Jacques avec un petit sourire timide, regardant dans la direction de Mao Tse-tung. Et nous étions tous comme ça, mais c'était comme, je ne sais pas comment vous dire en même temps, c'était comme un grand froid et une grande chaleur qui nous traversait, parce qu'on allait recevoir, sur notre tente, on allait recevoir Mao Tse-tung avec sa grande délégation Ho Chi Minh, excusez-moi, Chou En-lai, comme on dit aussi, et Mao qui s'amenait et qui nous regardait. C'est comme si son regard nous traversait. Et Mao, dans sa langue chinoise, avance vers Jacques et disait à Jacques, bien sûr je ne parlais pas chinois, c'est le ton seulement qui me reste. Jacques regardait, pressait la main à Mao. Et Mao essayait, on nous traduisait, la dame là, notre guide, là, nous traduisait tout. Et Jacques, tout simplement, il nous disait que c'était pour lui un moment qui doit passer un moment agréable, un bon moment révolutionnaire avec nous, Mao, avec une telle délégation. Il commençait à identifier les gens. Il dit, ça c'est Jacques, c'est Alexis. Il a dit, oui, c'est bien moi. Georges traduisait. Et j'ai dit, ça c'est une personnalité, si Jacques est dans cet état-là. Et il disait, ça c'est le paysan. Et il tombait juste, c'était le paysan. N'oubliez pas ce grand militant de Canton, militait dans la paysannerie chinoise. Et il connaissait le paysan, il sentait le paysan, même quand il ne s'agissait pas de paysan chez lui. Très bien. Et il passait sa main là, les cheveux de ce paysan, David Lenné. Et il a dit, ça c'est le syndicaliste, l'ouvrier, le prolétaire. Il tombait juste. Il n'allait plus se tromper, car il savait que la délégation allait être composée du secrétaire général, Jacques l'écrivain, du paysan, d'un ouvrier prolétaire, d'un prolétaire et syndicaliste, et d'un jeune. On voyait vraiment que c'était le plus jeune de tous.
Ils ont dit ça, c'est le jeune. Et une conversation a commencé et une longue discussion autour du conflit sino-soviétique. Et c'est Jacques qui finalement a proposé à Mao de rencontrer le camarade Khrouchtchev pour finir avec cette polémique qui a commencé à affaiblir le mouvement marxiste en Amérique latine et partout dans le monde, dans le tiers-monde. Que ça ne va pas faire du bien à notre militance. Dans une nuit, il avait écrit un très long rapport qu'il a remis à Mao. Et je crois que ça a joué un grand rôle. Il avait remis un grand rapport aussi à Khrouchtchev, une fois de retour en Union soviétique, et ce qui avait donné lieu à la rencontre d'écrivains, un parti frère dont on fume le 81e. On a reconnu notre parti comme un parti marxiste-léniniste. Pour son réalisme merveilleux, qu'est-ce qu'il voyait à l'origine? Les Indiens. Les Indiens, entre guillemets, c'est-à-dire les autochtones. C'est-à-dire les Siboney, les Arawaks, les Taïnos, les Caraïbes. C'est ça pour lui, la base du peuple haïtien. C'est ça pour lui, les grands piliers, non seulement les grands piliers de l'histoire du pays, mais les grands piliers de la culture haïtienne et les grandes sources dans laquelle tout écrivain, tout peintre, tout artiste devait aller puiser quand cet écrivain, quand cet artiste, quand ce peintre veut bien que son œuvre soit bien enracinée dans la culture haïtienne. Sinon, selon Jacques, on passe à côté, on pédale à côté du vélo, on tourne autour de la plaque et on n'entre pas là-dedans, la culture haïtienne. Et ainsi donc, vous allez voir dans ses écrits l'importance qu'il donne aux Indiens dans son deuxième œuvre, par exemple, Les arbres musiciens. Gonaïbo. Gonaïbo. Qui porte en même temps, qui est le personnage central, symbolique. Gonaïbo, personnage central. La couleuvre, Gonaïbo. Enfant. Et c'est l'enfant Gonaïbo, c'est en même temps l'enfance du pays. Dans les grottes, les tracés, les dessins de ces Indiens attiraient déjà le regard des Africains qui étaient émerveillés. Et dit-on que c'était des vévins qui ont servi déjà quand une cérémonie de vaudou se tenait quelque part. Cette cérémonie vaudou ne pouvait donc pas commencer sans déjà la présence de ces vévins. Et dans les Honforts, il y a le P, l'autel. Si au bas du P, il n'y avait pas un vestige indien, le P n'était pas sacré. Donc c'est pour montrer encore l'importance de l'Indien dans notre culture. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et encore les Indiens, même dans le carnaval, ce sont les Indiens qui sont en tête des défilés carnavalesques. Et moi, enfant, j'étais émerveillé de voir ces Indiens en tête des défilés carnavalesques. Et c'est merveilleux, la façon dont ils s'habillaient, etc. On avait comme envie de rêver, comme je l'ai écrit aussi dans un des poèmes, quand je disais dans un des poèmes qui avait pour titre
que je vais publier aussi. Ce des poèmes que j'avais écrits à 17, 18, 19 ans, je vais les publier. Je trouve en les lisant que ça ne manque pas de saveur, que la saveur reste encore. Hein? Et j'ai dit un moment, dans le titre du poème, c'était quoi? C'était Tonton Macoute vole les rêves. Tonton Macoute, voleur de rêves. Et je raconte là-dedans, c'était la période de la grève des étudiants, à mon retour de l'Union soviétique et de la Chine populaire. Et on me cherchait. Moi, j'avais pris la fuite. Et les tontons Macoute sont rentrés dans la maison. Ils frappaient mes tantes, ma mère. Et mon jeune frère, qui est actuellement en Argentine, a été frappé, mais vraiment blessé et tout. Il est en Argentine, jusqu'à présent, il est traumatisé par ce qui s'était passé. Et les tontons Macoute, après avoir tout saccagé chez moi, il y avait une vieille pendule. Une vieille pendule, comme je disais dans le poème. Une vieille pendule qui faisait tic-tac, tic-tac, toute la scène de bonne journée, comme je disais, de belle journée, de 6h du matin jusqu'à 6h du matin, toute la scène journée, de belle journée. Et les tontons Macoute sont partis avec. Et c'est comme s'ils sont partis avec un rêve à moi. Et après, quand je suis retourné à la maison, la pendule n'existait plus. Et moi, je continue à rêver de cette pendule. C'est comme si cette pendule continuait encore dans son tic-tac, tic-tac, et jusqu'à présent. Donc, le merveilleux, c'est ça, chez Alexis aussi. Chez Alexis surtout, c'était ça, l'Indien, dans Gonaïbo. C'était cette alliance entre l'Indien et l'Africain. Comme il parlait d'une nouvelle race, la race des Zambos. Comme si les Zambos c'était une sorte de... Cette alliance, ce fruit de l'Indien et de l'Africain, ces Zambos, dit-on, qui a donné lieu à une sorte de beauté haïtienne qu'on appelle le marabout. Le marabout chanté par le marabout de mon cœur, tu es mon bœuf salé, la cassa au sirop qui coule dans ma gargoine, etc. On chante le marabout. C'est un type de beauté aussi, mais c'est un mélange d'Africain et d'Indien, selon Jacques. En général, on fait toujours une relation, quand on parle de réalisme merveilleux, on voit toujours Garcia Marquez. Pas que je ne méprise pas, que je diminue pas, que je minimise l'apport important de Cien Años de Soledad dans le réalisme merveilleux. Mais je crois qu'il faut aller encore plus en avant. Il faut aller encore vers ce grand auteur mexicain qui a écrit le grand, qu'on considère justement à la source du merveilleux, de ce courant littéraire du réalisme merveilleux, qui a écrit Pablo Páramo. Cette œuvre est considérée comme une œuvre, je veux dire, comme une œuvre clé qui a ouvert la porte du réalisme merveilleux. Páramo. Le mélange entre le rêve et la réalité est fait de telle façon qu'on se perd là-dedans, qu'on ne sent pas toujours quand est-ce que commence le réel, quand est-ce que le merveilleux entre dans le réel ou le réel dans le merveilleux. Remarquez bien que si le surréalisme a pris naissance entre les deux guerres, le réalisme merveilleux n'avait pas besoin de guerre pour exister. Je ne sais pas si je m'exprime clairement là. Et c'est la guerre qui a provoqué ça. Et la guerre a provoqué une sorte, a tellement ravagé la vie humaine et a créé une situation de révolte. Tandis que dans le réalisme merveilleux, il n'y a pas de révolte. Il y a une sorte de contemplation.
mais pas une révolte. Donc, il y a une sorte de révolte dans le surréalisme. Enfin, un aspect, c'est pour faire cette démarcation entre réalisme merveilleux et surréalisme. Le surréalisme est en même temps la révolte. Mais c'est en même temps le refus, ou en même temps un refus. C'est quel refus? Le refus de ce capitalisme, de l'impérialisme guerrier, si vous permettez l'expression. Tandis que chez le réalisme merveilleux, il n'y a pas un refus. Il y a plutôt une recherche de l'émerveillement, du rêve. On va retrouver le rêve dans le surréalisme, mais c'est une autre catégorie de rêve. C'est le rêve débridé. Parce que cette nouvelle jeunesse a été comme désaxée par cette guerre. Fils de bourgeois ou de petits bourgeois, ou de n'importe quelle classe sociale, tous, ils avaient vécu une situation de fin du monde. Et ils étaient entrés, comment je peux dire, en révolte contre ces sociétés-là. Ils étaient contre ces sociétés-là. Et il n'y avait pas d'autre façon pour se venger contre ces sociétés-là que de ne pas marcher sur encore pour ne pas continuer marcher sur les traces de ces sociétés, mais bien d'aller à l'encontre de ces sociétés-là. Ainsi donc, c'est la révolte. Ainsi donc, c'est Ubu-Roi. C'est Ubu-Roi qui, de Alfred Jarry, c'est ça? C'est Ubu-Roi qui dira merde à cette société-là en même temps. N'oubliez pas sa pièce, Ubu-Roi, ça reçoit merde. On vivait une situation merdique et on comprend cette merde chez Breton. On comprend cette merde chez Ubu-Roi. On comprend cette merde chez tous ces surréalistes. Et ce besoin d'individualisme aussi en même temps. Car la collectivité, si vous voulez, surtout cette collectivité avec cette société qui défendait, cette société bourgeoise qui avait fait faillite, ce fascisme qui, au lieu de résoudre les problèmes, même du peuple allemand ou du peuple italien, a troublé les eaux. On se laisse aller contre toutes les règles, contre toute morale. C'est quoi les règles? C'est quoi la morale? Quand les gens qui se disaient morale, quand l'Église chrétienne a participé vraiment de plein pied dans cette affaire, dans ces deux guerres mondiales, comment parler demain et après ces guerres-là? Comment parler encore de la morale chrétienne? C'était le refus de la morale chrétienne. C'était le refus de l'État capitaliste. C'était le refus du capitalisme. Très bien. Tandis que le réalisme merveilleux, il n'y a pas de refus. C'est plutôt une acceptation du bonheur. C'est plutôt une recherche du bonheur. C'est plutôt une recherche de l'art de vivre, si je peux dire. C'est plutôt la vie dans ses dimensions merveilleuses. C'est ce que cherche un réalisme merveilleux, mais en même temps, comme on dit réalisme, ça veut dire merveilleux, l'écrivain ne peut pas non plus ne pas avoir ses deux pieds sur terre. Car le merveilleux en même temps, c'est en même temps le côté, si vous voulez, féerique. Mais il y a la terre. Chez Jacques, c'est pourtant la terre. Très bien. Il y a la terre. Il y a les fleuves, il y a l'Artibonite, il y a les forêts. Il y a
il y a tout ça. Il y a cette couleuvre. Il y a les arbres, même quand ça chante, mais ce sont des arbres. Il y a l'intervention, l'occupation américaine. Ça, c'est le réel aussi. Il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a l'exploitation. Ça, c'est aussi le réel. Et il y a aussi la lutte des classes. Il y a la tyrannie. Il y a la dictature. Il y a la lutte que les hommes doivent mener contre la dictature. C'est le réel. Mais tout ceci, c'est mélangé dans le merveilleux pour donner au lecteur ce besoin ou cette nécessité ou cet engouement d'entrer dans le réel. C'est comme si le merveilleux permet au lecteur. C'est un tremplin. Hein? C'est un tremplin. Un tremplin pour arriver mieux dans le réel, pour peut-être comprendre mieux le réel et comprendre mieux le besoin de lutter. Car la vie est belle. Et n'oubliez pas que la vie est belle, ça vient d'un grand communiste turc, Azim Hikmet. Azim Hikmet a lancé cette phrase le plus simple, la vie est belle, 4 mots. Ouais. Et la vie est belle a fait un grand film. On en a fait un grand film. Et un film en même temps. Benigni. Oui, il ne faut pas jamais rompre avec notre enfance, comme je disais, avec notre passé. Et individuellement, nous portons en nous notre enfance. Et le jour où nous perdons cette enfance, nous ne sommes plus rien. Vous voyez bien, comme pour un pays, si nous perdons contact avec notre passé, notre enfance, avec les Indiens, ceux qui nous concernent, eh bien, nous n'avons plus de pays, nous n'avons plus d'avenir. Et ainsi, la guerre est là, de côté. Le merveilleux est là, et tout le jeu du papa avec l'enfant. C'est tout ça, c'est le merveilleux. Le jeu j'y eu. Le jeu j'y eu. Le combattant, lui, hein, qui continue à mener sa lutte. Hein, mais en même temps, il poursuit là, sa lutte. Hein, il est dans la guerre. Sa conviction reste ferme. Et devant la mort, il est resté encore très ferme. Et ça me rappelle aussi ce grand Indien. C'est une enfance extraordinaire pour moi. Ce grand Indien, comment il s'appelle déjà? Suivez ça, hein? Ce grand Indien, Hathaway, quelle image! Quand j'étais maire de Port-au-Prince, j'ai campé Hathaway dans mon carnaval. Et Hathaway, quand on disait à Hathaway de se convertir chrétien, Hathaway disait non, j'ai aussi mon zémès. J'ai aussi mon zémès. Et là, les Espagnols insistaient. Et c'est intéressant. Tout son attachement à son Dieu zémès. Et c'est important aussi, c'est le côté religieux dans le réalisme merveilleux. Le vaudou. Les croyances des Indiens, les croyances des Africains, il faut en tenir compte. Ça fait partie aussi du réalisme merveilleux de Jacques Alexis. Car dans Godin Ibo, dans les arts musiciens, on voit aussi le rôle de la religion. Mais il oriente ça, parce qu'il est un réalisme, mais un réalisme marxiste. Et à l'époque, comme il y avait, comment je veux dire, un bourgeonnement des prêtres catholiques et haïtiens, des prêtres indigénistes, et Jacques a bien joué sur ça. Et le roman reste très indigéniste, très nationaliste. Mais un nationalisme qui transcende justement, qui ne reste pas un nationalisme ni à la manière du valériste, ni à la manière du fascisme, car le fascisme aussi est nationaliste. Il transcende ce nationalisme pour déboucher à un nationalisme révolutionnaire et à un nationalisme qui doit nous conduire à une main dans la grande ronde fraternelle de l'internationalisme communisme. C'est ça, Jacques Alexis. Ce lien
c'est que d'abord le père n'était pas un marxiste. C'était un grand progressiste, un grand roman, en fait. Bon, un homme éblouissant, un grand intellectuel. Qui a lutté contre l'occupation. Qui a occupé, oui, justement, lutté contre l'occupation. Et là, on va voir toutes les traces du père dans Jacques, en commençant par son nom. Jacques, c'est toujours Jacques Stéphane Alexis. Et ainsi donc, l'anti-occupation américaine qui est fort chez Jacques, qu'on retrouve dans les arbres musiciens, mais de façon merveilleuse. Quand les Américains entrent dans le pays en 1915, débarquent, je ne dis pas entrent, ils débarquent en Haïti en 1915 et coupent les arbres, coupent les pins. Mais les pins chantent. Vous voyez bien, le réel et le merveilleux, ça marche ensemble chez Jacques. Mais les pins chantent. Et c'est vrai, pour celui qui connaît les chansons de cette forêt, quand la forêt existait en tant que grande forêt, plus grande forêt d'Haïti. Et la forêt chante. Et les Américains coupent les arbres. C'est comme si ces Américains, comme les tontons Macou qui sont entrés chez moi pour prendre cette horloge, ils sont entrés dans le pays pour nous enlever notre âme. Ils débarquent au pays, ils entrent au pays pour nous enlever notre âme, notre musique, nos rêves. C'est ça les arbres musiciens. C'est un beau roman. Les grands, ou encore le haut clergé, c'était lié aussi au haut gradé de l'armée haïtienne, lié aussi à l'impérialisme américain international. Et à l'époque du rejeté, c'était aussi autre forme de tentative pour nous enlever notre âme, pour nous enlever nos rêves. Et c'est ça, les arbres musiciens. Quel symbole! Et les arbres, ce ne sont pas seulement des arbres. Les arbres sont des hommes, disait Alexis. Ils fleurissent à la belle saison. Et ce texte est beau, qui était présenté dans un de ces livres-là. Je ne sais pas dans quel livre. C'était très beau, je ne le vois plus, là, ce texte. C'est un texte présenté peut-être par Auger dans un roman là, de Jacques Roumain, dans le grand roman de Jacques Roumain. Hein, la préface du gouverneur de la Rosée. Du gouverneur de la Rosée, ouais, c'était présenté aussi par Eugénie Galperina, que j'ai rencontré avec Jacques, qui était plus âgé que Jacques à l'époque. Et quelle femme! C'était la présidente de la Maison des écrivains. Et elle m'a traduit en russe. Elle a traduit mes poèmes en russe, du créole étant, hein, en russe. Et elle parlait créole. Et elle aimait beaucoup Jacques. Elle prenait Jacques pour un petit garçon. Je me rappelle quand ils s'étaient rencontrés, c'était la fête. Et ainsi donc, c'est ça, c'est pour faire encore la différence avec le surréalisme. C'est l'écriture automatique chez les surréalistes, mais pas chez Jacques. Mais non, on n'a pas cette écriture automatique chez Jacques, mais non. C'est une écriture bien forgée. C'est une écriture bien mûrie, bien forgée. Et en même temps, ces romans, c'est pas une rupture avec la tradition romanesque. Tandis que chez les surréalistes, oui. C'est pour qu'on fait la démarcation. Car les romans de Jacques, c'est comme, en même temps, pas tout à fait, mais c'était aussi peut-être Zola ou Victor Hugo. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas rompu avec la tradition romanesque. C'était aussi, c'est aussi des communismes d'Aragon. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est aussi les beaux quartiers d'Aragon. Il n'y a pas vraiment une grande marge de différence. C'est lié au passé.
Et c'est ce qui fait aussi pour moi la force d'Aragon, non seulement dans ses romans, mais aussi dans sa poésie. La poésie d'Aragon remonte au Moyen-Âge, remonte à l'enfance de la France, remonte au Moyen-Âge. Et Jacques a suivi ce parcours. Et c'est là aussi le rapport entre Jacques et Aragon et Éluard, et surtout avec Aragon. Jacques, c'est aussi le romancier, comme il disait, de la grande amour humaine. En général, dans la langue française, on dit amour au féminin quand on dit ça au pluriel. Mais il l'a dit au féminin, la grande amour humaine. Mais n'oubliez pas, dans le Moyen-Âge, les Trouvères parlaient aussi de la grande amour au féminin. Chez les Trouvères, n'est-ce pas? On parlait aussi de la grande amour humaine. Et Jacques n'a pas rompu. Il n'a pas enlevé même un petit maillon dans le romanesque, dans le grand romanesque, si vous voulez, occidental. Il est resté en même temps un occidental, en conservant cette tradition. Jacques n'avait pas une lutte à mener contre l'Occident. Non. Car pour moi, c'est ridicule. Chercher une originalité en rompant avec un passé, ça n'a pas de sens pour moi. Mais comment je peux dire, en s'abreuvant de toute la culture internationale, Jacques est à la fois romancier français, romancier latino-américain, romancier africain, romancier chinois, romancier je ne sais quoi encore. Jacques est un romancier du monde, est un romancier international. Vous voyez bien ce que je veux dire? Donc, il n'a pas non plus négligé l'apport du surréalisme. Attention, je ne l'ai pas dit. Quand Breton est arrivé en Haïti, Jacques était là aussi. De Pèse, Saint-Armand, Edith Saint-Armand, qui a fait Bondurie, Loncourt, ils étaient là pour accueillir Breton. Et le directeur de l'Institut français de l'époque, je ne sais pas. Pierre Mabille. Pierre Mabille, Mabille. M-A-B-I-2-L-E, pas vrai? Pierre Mabille, pas vrai? C'était extraordinaire. Et il y avait des peintres là aussi, étrangers, surréalistes qui venaient. C'est un grand mouvement, le mouvement surréaliste. Jacques n'a pas non plus, je peux dire, ils étaient ceux-là qui accueillaient les surréalistes. Et comme vous le savez, ces surréalistes, à l'époque de Lescaut, c'était à l'époque de Lescaut, faisaient trembler le gouvernement de Lescaut. Car la révolte surréaliste, à un moment où le jeune marxiste comme Alexis de Pestre et Blancourt menait une bataille aussi marxiste, créateur du journal La Ruche, et fonçait. Donc, ils ne sentaient pas une différence entre eux, marxistes, et les surréalistes qu'ils accueillaient. Il allait y avoir rupture en France, par exemple, entre surréalistes et communistes, car à un certain moment, les communistes comme Aragon, Éluard et d'autres encore allaient rompre avec le surréalisme. Et de là, c'était à partir de ce moment-là, le réalisme déjà socialiste, c'était pour rompre avec le surréalisme en même temps. Les révolutionnaires communistes voulaient plutôt arriver à créer des révolutionnaires et non des révoltés, car ils n'allaient pas plus loin que la révolte dans les surréalistes. Très bien. C'est à peu près, pour parler d'une certaine divergence entre surréalistes et marxistes, à l'époque, Aragon, par exemple, Éluard. Mais Éluard quand même continue à tendre la main aux surréalistes. Il a même un de ses poèmes, quand il tend la main à ses amis surréalistes, en disant il faut aller plus loin, il faut aller plutôt vers la révolution, il ne faut pas rester dans la révolte seulement. C'est à peu près ça, ce que Éluard voulait dire dans un de ses poèmes, quand il tendait la main aux surréalistes. Mais cette écriture surréaliste
a permis de faire des découvertes extraordinaires. La descente dans les profondeurs de l'âme. C'est ça, pour moi, qui est intéressant aussi chez le surréaliste. Oui, donc déjà, Depès et Alexis militaient dans deux partis politiques de la gauche haïtienne qui s'envoyaient des boulets rouges, déjà, dès le début de ces deux organisations politiques. La tendance, c'était d'accuser, la tendance du côté des gens du PEP, c'était d'accuser les membres du PPLN de sombrer dans l'idéologie noiriste et du valériste. C'était parmi les reproches, par exemple. Ensuite, la question a évolué. Depès est entré en Haïti, paraît-il, je n'affirme pas, sous l'invitation de Duvalier. Très bien. Alexis est rentré avant, mais autrement, de son propre gré. Ça, c'est une première chose. Et on avait tendance à ce moment-là à critiquer Depès, les gens du PEP, pour dire qu'ils étaient plutôt de souche du valériste. Depès, dans un des articles écrits par lui, disait combien le dictateur, le tyran, François Duvalier, l'impressionnait. Il l'impressionnait, qu'il le voyait lire, qu'il le voyait. Il était comme impressionné par ce monsieur. Dans un premier sens, l'impressionnait de façon pas positive, comme je veux dire, mais l'impressionnait. C'est comme s'il avait un certain égard pour ce grand médecin, il voyait un lien intellectuel, etc. Et par la suite, il va voir, il y avait une sorte de complaisance. Et je ne veux pas citer d'autres noms, je ne veux pas que cette polémique continue. Pour moi, ça a toujours été très mauvais. Je considère Depès, moi personnellement, comme un écrivain qui a eu un parcours. Et Jacques Alexis a eu un autre parcours qui n'est pas le même que le parcours de Depès. Et ce n'est pas à partir du parcours d'un écrivain, quel que soit ce qu'il rencontre sur sa route, que je vais moi-même me positionner pour en faire son éloge ou pour comment je peux dire, ou pour mépriser, ou pour anéantir son art, son talent et ce qu'il a comme apport dans la littérature et dans la culture de mon pays. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est comme le grand livre là de Los Passos que j'ai lu ici à Montréal chez mon fils Dimitri. Il était venu ici aussi pour travailler avec Dimitri dans son film. Et je suis tombé sur Dos Passos, sur le gros roman de Dos Passos, ce roman qui s'appelle USA. Un gros roman, je ne sais pas si ça n'a pas plus que 1000 pages. Des fois, les gens ont peur des gros romans. Moi, non, quand il y a un gros roman, un gros livre, moi, j'aime bien. Je ne vais pas le lire tout de suite. Donc, je ne vais pas le lire page après page pour le terminer tout de suite. Je peux rester 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais, je l'aurais lu. C'est ça qui est important pour moi. Je l'aurais lu. Moi, j'ai lu USA
de Dos Passos. Et ça me donne des idées. Car c'est un grand écrivain. Qui peut contester le fait que Dos Passos soit un grand écrivain? Alors, si vous êtes de la gauche, vous allez dire oui. Si vous êtes un anarchiste, vous allez dire oui, Dos Passos était un anarchiste. Oui, il l'était. Si vous êtes un marxiste communiste, vous allez dire mais Dos Passos était un communiste. Mais oui, il l'était. Si vous n'êtes qu'un démocrate à la manière des démocrates américains, un démocrate dans le sens très large du terme, vous allez dire oui, mais Dos Passos était un grand démocrate. Et dans sa trajectoire, dans son cheminement, avant de mourir, il est tombé dans les bras des républicains. Ça n'enlève rien à sa création. Il reste un grand écrivain américain qui est passé par toutes ces phases-là. Pareil pour De Peste. Alexis n'a pas vécu longtemps. Je ne dis pas que s'il avait vécu longtemps, il aurait par exemple terminé dans je ne sais quoi, dans les bras de l'impérialisme ou des trucs comme ça. Non, on ne peut pas prédire des choses comme ça. Mais il a terminé sa vie en combattant révolutionnaire marxiste. Ce sont des parcours différents. Lui, Alexis, n'a jamais écrit en créole, comme De Peste. Lui était un grand fanatique de la révolution cubaine, de la révolution russe, comme De Peste. Mais à un moment, De Peste a rompu avec les Cubains. C'est des choses différentes. Mais Jacques, dans l'espace de ciment, on sent toute l'affection de ce monsieur pour Cuba. Car un roman très particulier, car dans ce roman-là, les deux protagonistes ne sont pas haïtiens. El Gaucho et la Niña Estrellita, ce sont des Cubains. Et donc, De Peste, et non, ce que je veux dire, donc, dans l'espace de ciment, El Gaucho, c'est le syndicaliste. El Gaucho était le père partisan de Jesus Menendez. El Gaucho est arrivé en exil en Haïti. Il n'était pas haïtien. Il ne connaissait pas un mot de créole. Il ne connaissait pas la culture haïtienne. C'était l'exilé économique. Non, disons c'était l'exilé politique, le partisan de Jesus Menendez. Tandis que la Niña, c'était l'exilé économique. La misère. Elle a vécu dans la misère à Cuba, dans cette Cuba de Machado. Elle a pris la fuite pour venir ici comme prostituée, comme disait De Peste dans son premier poème, il ne veut plus en entendre parler. Et finalement, parler de cette fillette de 16 ans, née, n'est-ce pas, sous les belles étoiles, et qui de colline en colline, de hameau en hameau, jusqu'à la ville voisine, et qui a terminé comme prostituée de ce métier vilain qui enlève la vie, comme la mer enlève le sable. Mais Jacques, dans la Niña, ne voyait pas ce métier vilain qui enlève la vie. Mais non, Jacques voyait dans la Niña une femme, un être humain qui cherche sa vie et qui vend ses plaisirs à tous et qui, en retour, n'en recevait rien pour elle, la Niña. Elle n'a jamais pu arriver à l'orgasme, à ce grand plaisir dans l'amour. Elle n'a jamais pu arriver à l'orgasme. Et en même temps, la Niña, c'est le symbole d'Haïti. Tout est symbolique, tout est allégorique chez Jacques Alexis. C'est un créateur de personnages. Ce respect que Jacques a eu. Et pour toutes les classes sociales, pour toutes les catégories sociales. Et j'ai appris moi-même à avoir un grand respect pour la prostituée.
Je n'ai jamais regardé une femme, quel que soit ce qu'une femme fait de sa vie, comme une personne méprisable. Et Jacques, c'est ça dans son roman. Il n'y a pas beaucoup de romans qui ont traité une femme prostituée comme ça. Des fois, c'est traité avec une certaine pitié. Oh, la pauvre, elle est morte, de tuberculose, etc. Tu vois, la pauvre prostituée, finalement. Mais non, Jacques voit que c'est une femme humaine. Une femme qui possède en elle aussi l'amour dans son cœur. Qui possède aussi l'amour dans son cœur. Mais qui cherche l'amour. Qu'on lui refuse. Et en même temps, c'est Haïti. Nos biens partent là-bas. Les grandes puissances viennent prendre, boire notre sang, prendre nos biens, notre bauxite. Dans Anita, je l'ai montré aussi. C'est bien. Ces loups-garous qui viennent de notre monde. Et ainsi donc, la conclusion, ça n'a pas terminé comme dans le poème de l'Épestre, finalement. Et elle est morte de la prostitution, de ce métier vilain qui enlève la vie, comme la mer enlève le sable. Ça n'a pas été pour dire c'est un métier vilain. C'est un métier, parce qu'elle gagne sa vie avec. Elle cherche l'amour qu'elle a trouvé dans El Gaucho. J'aime l'espace de ciment et j'aime les arts musiciens, mais quant à l'espace de ciment, c'est un autre amour. C'est le style, c'est un autre j'ai style. J'ai plusieurs amours pour les romans de Jacques. Pour Compagnie à Soleil, pour les arts musiciens, oh mon Dieu. Donc j'ai plusieurs amours. Ce sont mes petits adultères. En ce qui a trait à mes grands amours pour les romans de Jacques Alexis. C'est que le roman se termine avec ce grand amour entre Alexis et entre El Gaucho et la Nina. Et l'orgasme. Et l'orgasme en même temps qui passe après moi. Je ne sais pas si on a dit comme ça. C'est la révolution. Et le jour où ça se fera, ce serait la grande réjouissance de tout le peuple, de toute la Caraïbe.